Bienvenue sur le ring, l'ODJ, TV Radio, Nizas Khalil. Merci Rachid. Oui. Merci d'avoir accepté. Merci à l'ODJ. Merci en tout cas à vous d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle que vous avez été ministre en charge de la famille, du développement social et de la solidarité, militant des droits des femmes. Ça, je le redis, mais effectivement, vous êtes connu aussi pour cela. Et vous êtes également président du think tank AWEL. Tout à fait. 3 rounds thématiques avec vous, Nizas Khalil. Premier round, Moudawana, quelle forme peut prendre la réforme? Deuxième round thématique, code pénal, moins de pénalités et ou plus de liberté, avec un point d'interrogation. Et troisième round, on l'a vu, on le sait depuis la semaine dernière, croissance des divorces. Est-ce que cette inflation, selon vous, est conjoncturelle, c'est-à-dire passagère, ou structurelle? Et ça, vous nous direz aussi votre point de vue. Mais nous on démarre avec le premier round de Moudawana. Quelle forme peut prendre ou doit prendre la réforme de la Moudawana? Eh bien, écoutez, cette réforme de la Moudawana a été solennellement annoncée il y a presque un an lors du discours du trône par Sa Majesté le Roi. Et avant, pendant et après, il y a sans arrêt des mobilisations des associations pour dénoncer les injustices, les irrégularités, les drames qui sont produits à travers toutes les injustices que vivent les femmes en matière. Et puis aussi, disons, le manque de cohérence. Vous avez parlé de code de la famille. Moi, mon rêve, c'est qu'on puisse appeler ça le code des familles, parce que la réalité des familles a évolué. Nous avons vécu des mutations sociales extrêmement importantes sans nous être jamais penchés de façon objective sur l'analyse de ce que sont aujourd'hui les familles. Clairement, vous êtes en train de dire que l'enjeu de la réforme de la Moudawana, du code de la famille, c'est la famille, c'est pas la femme. C'est une vue d'ensemble. J'ai choisi cet angle parce qu'il y en a qui pensent que la femme, qui mettent la femme contre la famille, qu'il y a la femme d'un côté et la famille de l'autre. Or, dans notre sagesse populaire, on dit souvent que la femme, c'est la colonne vertébrale de la famille. Ça veut dire que si la femme n'est pas là, la famille, elle tombe par terre. Mais en même temps, donc, ce qui fait, si la femme est victime d'injustice, qu'elle n'a pas ses droits, qu'elle n'est pas respectée, qu'elle n'a pas des revenus, qu'elle n'a pas l'égalité entre les hommes et les femmes, eh bien, cette famille-là ne tient pas. Égalité ou légalité en matière d'accessibilité aux droits, parce qu'en fait, on voit bien aujourd'hui qu'il y a tout un débat focus autour de l'égalité en matière d'héritage homme-femme. Écoutez, l'égalité, c'est une valeur. C'est un engagement national du Maroc à travers la Constitution. Et c'est un engagement international du Maroc. Et en tant que... Nous avons le devoir de respecter nos engagements à l'égard de la communauté internationale. Il y a des conventions internationales. Est-ce que c'est la priorité sur le respect des conventions internationales auxquelles le Maroc a souscrit, ou respecter les femmes et les hommes de ce pays qui peut-être ont des pensées un peu différentes? La question de l'égalité homme-femme, c'est une valeur fondamentale, humaine, humaniste. C'est une valeur dans toutes les religions. Dans toutes les religions, il y a cette valeur d'égalité entre les êtres humains. Et a fortiori les femmes, étant donné les rôles qu'elles accomplissent, étant donné qu'elles donnent la vie à nos enfants. Messieurs, rendez-vous compte que ces femmes qui tombent enceintes et qui mettent au monde et qui enfantent, eh bien le jour de la naissance de leur enfant, ils portent votre nom et elles, leur nom, ils partent dans la rivière. En même temps, et en même temps, c'est vous, les hommes, qui avez le pouvoir, laissez-moi terminer, c'est très important, qui avez le pouvoir exclusif sur l'enfant à travers la tutelle légale. Sur laquelle on reviendra, parce que c'est aussi un des enjeux, la tutelle parentale. C'est mais injuste. Sur cette notion d'égalité, est-ce que vous nous Vous trouvez pas que c'est injuste, d'abord ? Avec des années de militantisme derrière vous, vous trouvez pas que c'est injuste, avec ce que des années je vous ai décrit ? Moi, ce que je trouve vous trouvez pas que c'est injuste que la femme qui met au monde cet enfant n'a pas le droit de prendre des décisions au nom de son enfant? Est-ce qu'on doit diaboliser ceux qui ne pensent pas comme vous? Est-ce que vous faites partie de ces femmes engagées? Si vous voulez diaboliser quelqu'un, moi en l'occurrence, ou mes idées, c'est votre droit. Mais moi je vous dis, est-ce que ce n'est pas le bon sens de dire pourquoi est-ce que cette femme, les femmes dont le paradis est sous leurs pieds, etc., pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir un passeport pour leur enfant, d'inscrire leur enfant à l'école, de faire sortir leur enfant du territoire? Pourquoi est-ce qu'on se comporte à l'égard des femmes comme si elles n'avaient aucun lien, aucun pouvoir sur cet enfant? En tout cas, a priori, je dis que c'est une injustice. Je dis a priori, Nizas Khalil, donc, enjeux en matière de... Moi, je diabolise la situation. Je dis que la situation, elle est diabolique à l'égard des femmes.
Mais moi, je ne diabolise personne. Moi, je respecte tous les Marocains. Et Donc vous êtes ouvert au dialogue, y compris au dialogue contradictoire avec celles et ceux qui ne... Mais je veux qu'on parle du sujet. On parle du sujet. Pas que je dise il y a des injustices envers les femmes et qu'on me dit ah tu es opposé à je ne sais quoi. Mais celles et ceux qui avancent, et d'ailleurs depuis des années, qui ont pris la parole d'ailleurs dernièrement, et qui disent de toute façon concernant l'héritage, parce qu'il y a un point de focus en tout cas. Quand vous sautez à l'héritage, parlons d'abord de la question du partage de la tutelle. Oui, la tutelle. Disons d'abord que le mariage, ça ne marche pas. Parce que la société, elle a évolué. On y reviendra, parce qu'on a vu la croissance. On y reviendra, mais la société, elle a évolué, des mutations sociales. Oui. Et on ne s'est pas adapté, non seulement on ne s'est pas adapté à ces mutations sociales, mais on ne connaît pas la réalité. On continue à fonctionner sur un mode qui dit que c'est le mari qui gagne l'argent et la femme qui reste à la maison assise. Ce n'est pas une réalité. Ça, c'est la faute à qui le fait qu'aujourd'hui on a des mutations sociales que vous pointez du doigt, à juste titre aussi. La mutation fait partie de la vie. On n'a pas d'analyse là-dessus, d'informations sur les transformations sociales de notre pays. Je peux vous dire que la dernière étude qui a été faite par le HCP sur la famille marocaine date de 1995. Et depuis, il n'y en a eu aucune. Il y en a une qui est en cours. Oui. J'espère qu'elle va aller jusqu'au bout des choses. Nous, on a fait, dans le cadre de EWEL, on a fait un projet en travaillant sur les familles marocaines, avec des sociologues, avec des économistes, avec des juristes, avec des spécialistes même de la charia. On a été dans les campagnes marocaines et on a rencontré ces femmes. Et qu'est-ce qui ressort, Nazastrali? Est-ce que c'est la tutelle parentale, le rééquilibrage de la tutelle parentale qui ressort en premier? Les femmes, c'est elles qui élèvent, c'est elles qui s'occupent de la sécurité alimentaire, c'est elles qui assurent, qui font tout pour cet enfant. Parfois avec l'aide d'un mari, quand le mari est responsable, mais bien souvent, elles sont mutlaqat, elles sont ou bien divorcées, ou bien ni mariées ni divorcées, c'est-à-dire le mari les a carrément abandonnées, ou bien le mari a été chercher une autre femme et qui ne voit plus ses enfants, etc. C'est-à-dire, ou bien elles ont été mariées avec la Fatiha et elles n'ont pas de papier, et donc en fin de compte, elles se retrouvent comme si elles étaient mères célibataires, pas à l'égard de la société, mais à l'égard de la loi. Quand elles vont dans une administration, l'administration ne les connaît pas. Elle dit, pour moi, où est le mari? Où est les allocations familiales? Où est le mari? L'amour, où est le mari? Où est le père? Donc, fondamentalement, on se retrouve comme si les femmes étaient des étrangères dans leur propre pays. Elles bénéficient en tant que femmes d'eux, mais pas en tant que citoyennes à part entière qui s'occupent des enfants. Donc ça, c'est l'amélioration des droits des femmes dans le cadre de la réforme du Code de la famille. Juste l'adaptation. Adapté par rapport à la tutelle parentale, on est bien d'accord. Il faut s'adapter au fait que la société a évolué. Aujourd'hui, les femmes et les hommes, tous les deux travaillent. Tous les deux travaillent et tous les deux pourvoient aux besoins de la famille. Et là, le code de la famille de 2004, il nous dit que, dans l'article 4, il nous dit que le mariage, c'est une entreprise pour créer une famille sous la direction des deux époux. Mais après, le reste du code de la famille, il fait tout comme si c'était l'homme qui pourvoyait l'argent, et donc c'est lui qui a le pouvoir. En même temps, donc vous pointez du doigt la tutelle parentale, après vous dites... Et même quand la femme, elle est à la maison et qu'elle s'occupe des enfants, ça a une valeur. Ce qu'elle fait à la maison, s'occuper des enfants, de la cuisine, du repassage, du nettoyage, tout ça, ça a un coût économique. Parce qu'il y a la femme qui est épouse, qui est responsable ou co-responsable du foyer, et puis il y a la femme aussi, la mère célibataire, la femme divorcée. Donc on voit qu'il y a plusieurs cas, en fait. Si on veut parler de la mère célibataire, bien, disons... c'est pour ça que c'est très important de parler du code de la famille et du code pénal. On y parlera quand on sera au code pénal. Mais... À l'égard du code pénal, les femmes sont victimes d'abus, je dirais d'abus multiples, ça veut dire ou bien c'est le viol, ou bien on leur promet le mariage. Vous savez que 86% des mères célibataires, on leur a promis le mariage. 88%. 86. C'est une étude, très peu d'études. Mais je vais vous prendre un autre chiffre, moi, sur un sondage qui est paru, je crois, en septembre 2022. Moi, je ne crois pas dans les sondages, Omar. Vous ne croyez pas dans les sondages? Je ne crois pas parce que la façon dont ils sont posés, elles peuvent vous donner ce que vous voulez. C'est un réseau panafricain, d'ailleurs, Afrobaromètre, c'était en septembre 2022, un échantillonnage de 1200 personnes sondées, des Marocaines et des Marocains, sur la réforme du code de la Moudawana. 78% des sondés, 78% des sondés considèrent que si la réforme de la Moudawana, elle doit se faire, elle doit être basée sur la charia. Moi, 78%. Je ne crois pas dans je crois pas, parce que la réalité, elle est plus forte que les idées qu'on peut récolter à l'égard des gens quand on leur pose la question d'une certaine façon. Si vous dites aux gens, vous êtes pour Sharia ou contre Sharia, ils vont vous dire, bien sûr, je suis pour Sharia. Non, vous êtes pour ou contre la réforme de la Moudawana? Alors attends, s'il vous plaît, je vais vous dire une chose très très importante. Qu'est-ce que ça veut dire la Sharia? Est-ce que ça a un sens, vraiment, la Sharia? Est-ce qu'il y a... Il n'y a pas la Sharia. La Sharia, il y a le Coran.
Et il y a le fiqh, le ijtihad fiqhi. Le ijtihad fiqhi, c'est-à-dire l'effort d'interprétation des fuqaha, qui revient au siècle passé. Donc, à partir de là, on va construire une sharia. C'est pas ça. C'est-à-dire que la charia, vous dites aujourd'hui, elle n'a aucun sens dans l'époque dans laquelle on vit. Par la voix de gens qui sont des spécialistes du domaine. Ils disent que l'utilisation du terme sharia, ça veut dire comme s'il y avait une loi qui était écrite et qui serait la charia. Alors la loi qu'on applique, quand vous avez un conflit avec votre épouse, est-ce qu'on vous juge selon le code de la famille ou est-ce qu'on vous juge selon la charia? On vous juge selon le code de la famille. Le code de la famille, il dit ça. Il dit ça, il dit... Donc un code civil et pas un code religieux, c'est ça que vous êtes en train de dire? C'est un code qui, on dit qu'il est inspiré. Et il y a beaucoup de façons d'interagir à travers parce qu'on a justement un article 400 du Code de la famille qui vraiment est comme on nous a dit, une porte ouverte sur l'enfer. Parce qu'il donne la possibilité de faire appel au rite malékite pour tous les problèmes qui ne seraient pas réglés. Alors ainsi, le législateur marocain a décidé que l'article 16 du Code de la famille, qui permettait de régulariser les mariages qui n'étaient pas enregistrés, il a estimé qu'il fallait mettre un point à ça parce que arrêter cet article, il était provisoire, parce que ça sert pour se marier avec des mineurs, ce qui est un crime pour moi, à l'égard de ces petites filles, et il permet aussi de contourner la loi sur la polygamie. Avant de passer au code pénal. Excusez-moi, oui. mais cet article 400 est utilisé aujourd'hui par les juges pour contourner la loi, par certains juges, bien sûr, pas tous, pour contourner la loi et pour permettre de régulariser des mariages qui ont été faits hors la loi. Mariages mineurs qui sont interdits depuis 2004, la réforme de la Moudawana de 2004, on est bien d'accord. Aujourd'hui, vous allez dans une campagne avec une fille, avec un monsieur de 40, 50, 60 ans, avec une petite fille de 13 ans, 14 ans, ils peuvent se marier. En tout cas, concernant avec la Fatiha. Concernant le sondage auquel j'ai fait référence, où 78% des sondés... Ne sentez pas des sondages comme ça qui donnent une fausse idée de réseau panafricain, afro-baromètre... Afro, tout ce qu'ils veulent. L'aphrodisiaque, c'est baromètre, ce sondage, je ne sais pas. Je vais pas parler. Non, mais je dis, les sondages, on peut leur faire dire ce qu'on veut. D'accord. Pourquoi est-ce qu'au lieu de se baser sur la réalité vécue des gens, pourquoi est-ce qu'on va aller chercher des sondages qui sont faits sur 1200 personnes? Est-ce que vous pensez, Nizas Khali, que... Moi, je vais faire 1200 personnes, je vais leur poser la question de telle sorte, est-ce qu'ils vont tous répondre oui ou non? Pour ou contre l'égalité en matière d'héritage homme-femme, si la question était posée dans notre société, pour ou contre l'égalité en matière d'héritage homme-femme, est-ce que selon vous, pour moi, le pour l'emporterait? Pour moi, l'objectif que nous avons, c'est d'avoir une société qui fonctionne correctement, qui fonctionne sur la base de la justice sociale, qui fonctionne sur la base de l'égalité, qui est une valeur qui permet la stabilité, qui permet l'amour, qui permet le développement, qui permet que les enfants grandissent dans des milieux sains, en ayant tous leurs efforts consacrés au développement personnel et au développement du pays. C'est ça pour moi l'objectif. Alors aujourd'hui, Sa Majesté le Roi a annoncé... dans son discours, il a annoncé la nécessité de réformer le Code de la famille. Alors vous allez me le dire, je sais ce que vous allez me dire, dites-le moi. Non, je ne sais pas, j'allais rien vous dire, je vous écoute attentivement. Vous allez me dire que le roi, il a dit, je ne rendrai pas licite ce qui est illicite, et je ne rendrai pas illicite ce qui... Mais ça, c'est le début de la phrase. Et à la fin de la phrase, il dit particulièrement pour ce qui est des questions qui sont encadrées par un texte coranique clair, ou catégorique. Ce qui est le cas ou pas de l'héritage? Bien non, l'héritage, nous avons des oreilles pour écouter. Et il y a bien sûr des gens qui sont plus experts que nous sur les questions religieuses, mais ils nous disent de façon très très claire que par exemple la question que l'oncle vienne hériter, que quand il n'y a pas de garçon, c'est le drame pour la famille, c'est-à-dire une famille de 2 enfants, 2 filles, eh bien, des cousins lointains vont venir les expulser de la maison pour partager le coût de la maison. Ça, c'est pas dans le Coran. C'est une injustice grave. Et je suis sûr que le Coran n'aurait pas pu juste avant de passer au deuxième round, prescrire une chose aussi grave. Est-ce que vous pensez, vous, qui êtes sur le terrain depuis des années, militante pour plus de droits accordés aux femmes, est-ce que vous pensez que cette fois-ci, cette nouvelle réforme de la Moudawana, après la précédente qui était en 2004, est-ce que vous pensez que le rééquilibrage en matière d'égalité d'hommes-femmes... Moi, je ne place pas, je ne place pas uniquement hommes-femmes. J'attire l'attention sur le fait que les femmes, la réalité des femmes, elle est aussi partagée par la réalité des enfants. Et que les femmes et les enfants, ensemble, constituent les 2 tiers de la société. Alors, je vais dire, moi, l'homme... Donc, vous faites confiance à la loi du nombre? Je dis l'homme, non.
Parce que quand on veut, soi-disant, dire la démocratie, quand ça nous arrange, on dit « Ah, faisons un plébiscite pour voir s'ils sont contre ou pour, ah, faisons... » Ou bien l'homme et la femme. Eh bien non, il y a la femme et les enfants d'un côté, et il y a l'homme de l'autre. En tout cas, Moi, j'aurais aimé qu'il y ait l'homme, la femme et les enfants tous ensemble, sur la base de l'amour, de la compréhension, de l'égalité, et que En tout cas, vous y croyez, vous y croyez. Mais maintenant, ça ne marche pas bien. Est-ce que vous y croyez? Bien sûr que j'y crois. Vous y croyez? Non, vous y croyez ou si pas? je n'y croyais pas, Oui. je resterai chez moi, je me reposerai. En tout cas, merci J'y d'avoir fait. crois, c'est pour ça que je bataille, parce que je pense que c'est l'intérêt des hommes aussi. C'est l'intérêt des hommes, parce que le patriarcat, il porte du tort aux femmes, c'est sûr, mais il porte du tort aux hommes aussi. Deuxième round, nous allons le code pénal, parce qu'on nous annonce aussi une réforme, en tout cas une annonce imminente d'une réforme globale ou pas, en tout cas, ou partielle du code pénal. Moins de pénalités ou plus de liberté? Écoutez, le code pénal, oui. C'est un code qui est périmé d'abord, il faut le dire. Il date de 1962, ça veut dire qu'il a plus de 60 ans. On n'a pas que le code pénal qui est périmé en même temps. D'accord, mais regardez combien la société a évolué. En 1962, les filles se mariaient à 16 ans, à 15 ans, à 16 ans. Les garçons se mariaient à 22 ans, 23 ans. Aujourd'hui, les hommes se marient à 32 ans. Et les femmes à 29 ans, pas 29 ans, 28, 26 ans. Ça avait augmenté à 27, 27 et demi, puis ça a un peu reculé vers 26. C'est une moyenne. Donc, ce qui fait donc ce code pénal, la réforme du code pénal. Ce code pénal, il n'est pas adapté à la réalité actuelle. C'est un code pénal hypocrite. C'est un code pénal qui interdit des choses, qui confond la morale avec la loi. C'est-à-dire, un code pénal, c'est fait pour protéger la société contre les comportements individuels. Mais c'est quoi? Un code pénal n'est pas fait pour protéger la religion. En tout cas, Parce que la religion, il y a des sanctions qui sont prévues au plan religieux et qu'il appartient à chacun d'estimer à travers les valeurs qu'il a reçues. Et nous avons tous reçu des valeurs qui sont religieuses. Par rapport à la réforme d'Al-Moudawana, certains considèrent que le rééquilibrage de l'égalité en matière d'héritage homme-femme est le point focus de la réforme de l'Al-Moudawana. Parce que sans ça, elle serait inachevée. Mais sur le code pénal. L'égalité. Sur le code pénal, certains considèrent que cet article 490 qui criminalise et pénalise les relations sexuelles hors mariage entre adultes consentants, on irait, selon les différentes sorties de la PIF Ouabi, ministre en charge de la justice, en disant qu'a priori, on irait vers un retrait des peines d'emprisonnement. Par contre, ce qui serait peut-être maintenu, c'est des sanctions financières, pénalités financières. Écoutez, l'article 490, c'est l'article qui illustre le plus l'hypocrisie sociale. Parce que l'hypocrisie sociale fait qu'on autorise les hommes à avoir des relations sexuelles parce qu'on estime que c'est normal, étant donné leur nature d'homme, de pouvoir exprimer leurs désirs, etc. Mais on estime que pour les femmes, c'est interdit. Alors on se retrouve devant la violence, il faut parler de la violence à l'égard des femmes. La violence à l'égard des femmes fait que, parce que les hommes sont à la chasse, en quelque sorte, pour trouver des filles, pour satisfaire leur... autrement, on a beaucoup de frustration sexuelle chez les jeunes, ça ils le disent eux-mêmes, mais ils n'osent pas trop le dire parce que c'est pas tellement socialement accepté. Eh bien, les hommes, ils ont toutes les issues pour pouvoir échapper à la sanction en cas de relation sexuelle, et même en cas de viol, alors que les femmes, c'est elles qui se retrouvent prises dans les sanctions. Et je voudrais te donner un chiffre, s'il te plaît, c'est très important. C'est dans les politiques pénales. Le Maroc a fait en 2020 un rapport de la présidence du ministère public sur les sanctions pénales dans le domaine. Alors, on trouve que, par exemple, les violences faites aux femmes ayant conduit à l'incapacité supérieure à 20 jours, on trouve 2000 cas. Alors que, pour ce qui est du fait 7, c'est-à-dire l'article 490, on trouve 13 018 cas. Qu'est-ce que je veux dire 5 fois, 6 fois plus. 6 fois plus, 6 fois plus. Alors, est-ce que notre priorité, c'est de lutter contre les violences à l'égard des femmes, qui sont haram? Est-ce que la violence à l'égard des femmes n'est pas haram? Elle ne détruit pas des vies. Elle est aussi haram que la violence. Elle ne produit pas des grossesses non désirées. Elle ne produit pas des enfants nés hors mariage. Alors qu'on va donner 7 fois plus la priorité. Est-ce qu'en disant ça, vous êtes favorable, vous, Nizasqali, dans une réforme du code pénal qui devrait être annoncée ou dévoilée, en tout cas, à l'égard des violences faites à l'égard des femmes? Est-ce que c'est ça votre position? Non, ce n'est pas question de durcir les peines, c'est une question d'arrêter, d'assurer l'impunité pour les hommes en cas de violence. Je vais vous dire. Qu'échappe aux sanctions. Est-ce que vous savez quel est le pourcentage de femmes qui portent plainte en cas de viol?
Non, j'ai pas le 3%, chiffre officiel. 3%, c'est des chiffres officiels ouais. à 100%. Donc, il n'y a que 3% des femmes victimes de viol qui portent plainte. Pourquoi? Parce que quand elles vont au commissariat pour porter plainte, on va dire, ah, tu as la preuve comme quoi c'est un viol? Non, tu n'as pas la preuve. Alors voilà, on va t'accuser avec l'article qu'on retrouve ici, 490. C'est comme ça qu'on retrouve les 13 000. Je serais curieuse de savoir, j'aimerais bien que vous essayiez d'obtenir quel est le pourcentage de femmes. Je suis sûr que 80% de ces personnes condamnées avec l'article 490 sont des femmes. C'est majoritairement des femmes a priori. L'article 490 ne permet pas aux femmes de porter plainte en cas de viol. Elle ne permet pas de porter une attention aux femmes mères célibataires, qui sont bien souvent des victimes de la société plus que des femmes qui ont décidé si demain il y a un retrait des peines d'emprisonnement qui sont déjà prévues. Il ne peut pas y avoir plus que ce qu'il y a maintenant comme relation sexuelle. Et qu'il n'y ait que des pénalités financières et des amendes. Pourquoi des pénalités financières? Alors les riches, ils vont commencer à payer et les pauvres, ils vont rentrer en prison. Moi, c'est la question que je me pose. A priori, c'est ce qui filtre dans les propos de... On ne dit pas encourager les relations sexuelles hors mariage. On dit dépénaliser les relations sexuelles. Parce que la relation sexuelle hors mariage, elle est condamnée par la morale, parce que nous sommes un pays musulman. Mais est-ce que si on ne fait pas sa prière, est-ce qu'on va en prison? C'est une obligation de faire la prière. Est-ce qu'on va en prison? La question est posée? Non, je dis... Non, je vois très bien ce que vous... Non, je veux dire, quel est l'objectif? Il faut réfléchir à oui. Qui est puni par l'article 490? Les femmes. Qui les empêche de bénéficier de l'information en santé reproductive? C'est les femmes qui sont victimes. Qui tombent enceintes en dehors du mariage? C'est les femmes. C'est elles qui sont punies, c'est elles qui subissent. Alors ça suffit. L'article 490 n'est pas d'inspiration religieuse, il est d'inspiration napoléonienne. Et en tout cas, il rentre dans le cadre du trouble à l'ordre public, voire de... Et c'est un code pénal périmé qui ne correspond ni aux mutations de la société, ni aux engagements de la Constitution marocaine. Encore moins aux engagements... En tout cas, vous attendez à ce que... des conventions internationales. En tout cas, vous attendez à ce que l'article 490 décriminalise les relations sexuelles hors mariage entre adultes consentants. Tout à fait. Et qu'il n'y ait même pas aussi... Et qu'il n'y ait pas de peine... Qu'il n'y ait pas de sanctions, mais parce que... Et de sanctions financières. Déjà, vous croyez que c'est de gaieté de cœur que les personnes sont religieuses? Elles aiment bien respecter la morale religieuse. Mais il y a des circonstances dans lesquelles... par exemple, vous savez que nous avons 10% des hommes et 10% des femmes qui ne sont pas mariés à 50 ans. Alors, est-ce que vous pensez que vraiment ils vont rester en dehors de toute relation sexuelle? Ils ne le feront pas. 10% d'hommes et 10% de femmes. Sur le mariage des mineurs. Sur le mariage des mineurs, ça par contre c'est un crime qui n'est pas puni. Qui n'est pas puni. Il n'est pas puni parce que c'est des autorisations qui sont données, délivrées par dérogation par des juges. Donc il n'y a pas il y a l'autorisation qui est loi. donnée. Ils enfreignent pas la loi, mais c'est un crime à l'égard de ces petites filles. Et il y a aussi en dehors des chiffres qui nous sont donnés, il y a des chiffres de la réalité qui passent par la Fatiha et dans lesquels il n'y a aucune sanction. Quand il y a un homme qui se présente pour demander une fille en mariage qui est mineure, eh bien, même s'il a 20 ans d'âge de plus qu'elle, ce qui est le plus souvent malheureusement, eh bien, personne n'intervient, personne ne met ne traite cet homme comme étant un pédophile, alors qu'il l'est. Pour le mariage mineur, il y a aussi la polygamie. Il y a les derniers chiffres qui viennent de tomber. La polygamie aussi. On a plus de mariages polygames au Maroc que de mariages des mineurs. On a plus de mariages polygames au Maroc, c'est 20 000 sur le chiffre officiel, que de mariages des mineurs, autour de 13 14 000 par an. Pourquoi est-ce qu'on ne traite pas l'homme qui va demander la polygamie? Pourquoi on ne le traite pas en disant « Ah ouais, elle est tombée enceinte » Pourquoi on ne parle pas de trahison conjugale? Pour vous, la polygamie, c'est un crime? Oui, la polygamie est un crime contre la famille. La famille contre la femme et les enfants. Parce que c'est un choc. Il y a des cas où la femme est consentante, et elle accepte d'ailleurs... Elle est consentante quand elle n'a pas le choix. Quand elle n'a pas le choix, quand elle n'a pas les moyens de vivre. Et c'est pour ça que le mariage des mineurs, c'est un crime, parce que ça ne donne pas l'autonomie à la femme de pouvoir assumer sa vie. Est-ce que vous avez Elle reste toute sa vie dépendante de ce monsieur, de son bon vouloir. Et j'ai attiré l'attention du HCP que j'ai rencontré récemment, en leur disant, quand vous dites des familles riches et des familles pauvres, sachez qu'il y a des familles dans lesquelles l'homme est milliardaire et que la femme est ultra pauvre. Ça veut dire qu'il a épousé sa bonne ou qu'il a épousé une femme parce qu'elle est du monde rural et qu'elle a... Donc vous dites quoi? Il y a un abus de position sociale? Non, je dis qu'en parlant de la famille, sans distinguer, sans tenir compte de ces discriminations à l'égard des femmes,
on donne de fausses informations. Est-ce que vous êtes la femme pauvre qui est mariée avec un riche, lui, il peut se remarier une deuxième fois, mais elle n'a pas le choix. Est-ce que vous êtes choqué si un homme se marie avec une deuxième femme et qu'il arrive à justifier les ressources financières pour le faire? Pour moi, la l'exigence aujourd'hui de l'État interdite. Oui. Pour moi, la polygamie aujourd'hui doit être interdite parce qu'elle est interdite dans le Coran. Au nom de Elle est interdite dans le Coran au nom de la justice et de l'égalité et des engagements internationaux. Même si c'est la volonté de l'homme ou de la femme. Au nom de l'égalité homme-femme et au nom de la morale tout simplement et même au nom de la religion. La polygamie est interdite. Avant de passer au troisième round, est-ce que vous êtes choqué? Est-ce que ça vous a interpellé le fait d'apprendre que parce qu'on dit il y a plus de mariages polygames que de mariages de mineurs chez nous? Bien, écoutez, les mariages, je condamne aussi bien les mariages des mineurs que les mariages polygames et ça m'est complètement égal de savoir qu'il y en ait plus là ou là. Mais pour moi, la polygamie, c'est quelque chose qui est amené à disparaître. En tout cas, on est égaux homme-femme et on ne doit pas autoriser un homme à aller prendre une deuxième femme. Ça n'a aucun sens. Même si alors autrement, il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner si aussi la femme, elle va changer un autre homme. Ah, là, l'adultère, c'est l'article 492, et là, il y a les peines d'emprisonnement, et voilà. C'est criminel. Donc moi, je dis, au nom de l'égalité homme-femme, on doit interdire la polygamie pour que, si on veut que le mariage marche, il faut le baser sur des valeurs partagées d'égalité, parce que l'égalité, ça permet d'être tranquille. Tes droits sont protégés, les miens sont protégés, la loi nous défend tous les deux. On est tranquille, on s'aime, on est ensemble parce qu'on s'aime et on se respecte, etc. Mais si on passe dans le rapport de force de chacun qui va, disons, esquinter l'autre, eh bien, ça donne des conflits, ça donne des familles qui explosent. Troisième round, Australie, croissance des divorces, on le sait depuis aussi la semaine dernière. Il y a une flopée d'ailleurs bizarrement de chiffres et d'indicateurs sociétaux. On apprend en fait qu'on a aujourd'hui plus d'un mariage sur 3 qui se solde par un divorce. Croissance des divorces, on est sur des trains de 130, 140 000, 150 000 divorces par an. Parce que le mariage ne marche plus. Est-ce que est-ce que c'est une inflation des divorces selon vous qui est conjoncturelle ou structurelle? C'est passager ou ça va durer? C'est pas passager pour moi, c'est quelque chose qui va durer. Mais tant qu'on n'a fait rien pour maintenir disons, la stabilité des ménages. Parce que vous savez, moi j'ai assisté à des mariages en France où on dicte les devoirs et les droits au moment du mariage. Le maire, ou bon, c'est des mariages civils en général, où la mairesse dicte aux gens, dit, vous savez que vous êtes mariés, dorénavant vous devez être fidèles l'un à l'autre, vous devez vous respecter mutuellement, vous devez ceci, vous devez cela, et vous donne un mode d'emploi. Ouais, un code de bonne conduite, c'est ça que tu as compris. Il y a l'idée, un petit Fouabi, il n'est pas revenu là-dessus. Il faut éduquer les gens à l'égalité. Justement, la formation des futurs mariés. Oui, ça se fait dans des pays comme le Canada d'ailleurs. Et un petit Fouabi s'était exprimé là-dessus il y a quelques mois en disant voilà, ça serait peut-être bien aussi d'instaurer. Il faut qu'on sache quelles sont les règles, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle des règles. Il ne s'agit pas de dire, comme ça a été dit par certains, la femme doit laver les pieds de son mari ou la femme doit obéir à son mari. Si elle le fait avec amour. Dans leur pratique intime, je ne dirais pas. C'est pas mon problème. Mais qu'on arrive à la télévision à dire qu'une femme... Bon, il y a un acteur qui l'a fait dans une émission que j'ai déplorée, qui a dit que la femme idéale, les femmes marocaines devraient prendre exemple sur une femme qui lave les pieds de son mari. Ben, ça ne peut pas marcher. En tout cas, avec un mari, la femme elle attend beaucoup du mariage et le mari attend beaucoup du mariage, mais on part sur des bases fausses. Ça, donc on l'a dit, un mariage sur 3 se solde par un divorce. Il y a des chiffres affolants. En 2021, on était sur plus de 130 000 divorces par an qui ont été prononcés par les différents tribunaux du pays, mais ce qu'on voit aussi quand on affine un peu la recherche de cette étude, c'est que plus de 80% des divorces se font par consentement mutuel. Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle? Ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que, faute de réussir le mariage, on peut quand même réussir le divorce. Moi, je plaide toujours... 8 divorces sur 10, c'est par consentement. Bien, je dis que c'est bien. S'il faut se séparer... C'est un signe de maturité de la société, c'est ça? C'est un signe de maturité, et c'est très bien que ce soit comme ça, parce que ça permet de garder la relation de parents quand il y a des enfants. Et donc, parce que c'est pas parce qu'on divorce qu'on arrête d'être le père et la mère de ses enfants. Ça, c'est 80% donc des divorces par consentement. Je plaide pour ça. Je plaide pour... La majorité des divorces aussi sont à l'initiative de la femme. Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle ou pas? C'est un mauvais indicateur, parce que la réalité, elle nous donne autre chose. La réalité, elle nous donne que maintenant, les hommes, pour divorcer, pour éviter de passer par la case payer des droits, ils incitent la femme à aller, elle, demander le divorce. Et ils s'arrangent pour lui rendre la vie impossible, pour qu'elle aille, elle, demander le divorce. Et après, pour pouvoir... Parce qu'il y a eu des efforts d'interprétation négatifs de la part de certains juges
Maintenant, c'est devenu généralisé, comme quoi, quand c'est la femme qui demande le divorce, eh bien, elle n'a pas droit à la moutsa, elle n'a pas droit au don de compensation qu'on appelle dans la loi. Certains considèrent que c'est tout à fait logique, à partir du moment où elle a des revenus, elle aussi, et qu'elle demande le divorce, et que du coup, prétendre à des droits, c'est pas très juste à l'égard de l'homme. Vous êtes pour l'égalité, je suis aussi pour l'égalité, mais l'égalité dans tout. Pas l'égalité quand ça arrange l'homme, et l'inégalité quand ça arrange l'homme. En tout cas, 80% des divorces, moi, je suis pour l'égalité homme-femme. Je dis que c'est le meilleur moyen d'avoir des foyers stables, des familles stables et heureuses. Donc, sur cette inflation des divorces que vous considérez qu'elle n'est pas passagère, donc pas conjoncturelle, mais structurelle, donc 80% par consentement mutuel, la majorité des divorces sont à l'initiative de la femme. Et autre indicateur sur lequel je souhaiterais vous faire réagir, c'est que c'est majoritairement la conséquence c'est des conséquences économiques, c'est-à-dire des tensions, des frictions entre l'homme et la femme pour des raisons matérielles. On est dans une conjoncture économique un peu difficile avec l'inflation. Parlons-en justement, parlons-en parce que moi, c'est une question qui me tient à cœur. L'indice de développement humain, le Maroc est toujours mal classé. Pas mal classé, il est 123e, ça nous fait enrager parce que le Maroc avance très très bien et on aurait aimé que ça se répercute sur le développement humain. Et le PNUD qui donne ce classement, il nous dit que la principale raison, c'est les inégalités économiques au détriment des femmes. Savez-vous que les hommes gagnent 4 fois plus que les femmes en moyenne? Pourquoi? Parce que c'est eux qui prennent tous les revenus convergent dans la poche des hommes, que ce soit à travers l'héritage, que ce soit les allocations familiales, que ce soit les remboursements de l'AMO, etc. Alors la femme, elle est censée, elle, pourvoir aussi aux besoins de la famille, mais elle n'a aucun droit en contrepartie. Ça, c'est pas normal. Donc pour vous, c'est source de tension aujourd'hui entre l'homme et la femme qui sont à l'origine de la majorité des divorces, c'est parce que l'homme, lui, en fait, bénéficie de tous les avantages matériels au détriment de la femme, c'est ça? Moi, je trouve que c'est normal que les femmes et les hommes, tous les deux, coopèrent pour entretenir le foyer. Je trouve que c'est normal. C'est pas toujours le cas. C'est ma vie personnelle. C'est pas toujours le cas, Nessa Sqali. Non, mais il y a des femmes aussi qui ont des revenus et qui ne veulent pas contribuer parce que c'est marqué au financement des besoins du ménage. Pourquoi? Parce que dans la loi, ce n'est pas clair. Dans la loi, on dit le mari domine, il a des avantages, il a le double de l'héritage, il a ceci, il a cela, parce que c'est lui qui dépense. Alors la femme, elle peut se dire... je me marie avec lui, mais moi je ne suis pas dans l'obligation de cotiser et aussi d'apporter ma quote-part, donc je ne le fais pas. Pourquoi on ne fait pas autre chose? C'est pour ça que je dis, moi, l'égalité, c'est pas pour toujours favoriser les femmes au détriment des hommes, mais c'est de faire des règles du jeu qui soient faires, qui soient équitables. Et claires et transparentes. Très claires et transparentes, et à ce moment-là, plus personne ne va se plaindre, parce que c'est bon, chacun dépense en fonction de ce qu'il a, et puis chacun a des droits égaux. Et des pouvoirs égaux à l'égard de la famille et à l'égard même du pays. Merci. Même en droit politique. Merci infiniment à vous, Nessa Sqali. C'est terminé? C'est terminé. Moi, je voulais dire... Allez-y, qu'est-ce que... Égalité, je voulais dire égalité. Liberté, égalité? Non, égalité dans la loi. Oui. Égalité dans le bénéfice des politiques publiques. Partage des richesses, partage du pouvoir et diffusion de la culture de l'égalité. C'est ça qu'il nous faut pour avoir un Maroc de nos rêves. Ça, c'est dans un monde idéal, non? Ça existe ça quelque part? Il faut qu'on essaie. Il faut tendre vers ça, vous voulez dire? Il faut viser la lune pour au moins s'en rapprocher. Donc, notre pays a besoin, nous, on rêve d'un Maroc de nos rêves. Et bien, c'est ça qu'on a besoin. Égalité dans les législations, dans le bénéfice des politiques publiques, partage de l'argent, partage du pouvoir et culture de l'égalité. Et le tout dans la bonne humeur. Absolument. Merci infiniment à vous, Nessa Sqali. En tout cas, je rappelle, ancienne ministre en charge de la famille, du développement social, de la solidarité, militante des droits de l'homme, et on peut y aller aussi, présidente du think tank AWEL. Voilà. À très bientôt. À très bientôt.